est-ce que ce que j'ai dégagé, est-ce que ce que j'ai dit, est-ce que ce que j'ai fait, est-ce que ce que j'ai vécu me plaît? Est-ce que j'avais finalement ma place? Moi, je dis souvent prendre la parole, c'est prendre une place dans la société. Donc ça veut dire que est-ce que tu es content de cette place que tu prends? Pour moi, ça, c'est un super pas en développement personnel. Salut à toutes et à tous et bienvenue au 19e épisode du podcast Développement avec Brian Oumana. Pourquoi ce podcast? Pour apprendre, être inspiré et partager tout ça avec vous. Dans ce numéro 19, partie 2, j'échange avec Mathieu Wildabert qui est un architecte du discours spécialiste en art oratoire et rhétorique. On a abordé les thèmes de son parcours, de Story Show, qui est un de ses grands nouveaux projets, et bien d'autres points. Je remercie l'entreprise Schwab System de me prêter ses locaux pour enregistrer mon podcast. Pour votre confort, vous pouvez quand vous le souhaitez naviguer dans l'épisode en utilisant le sommaire qui est dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et de noter mon podcast sur Spotify et ou sur YouTube pour m'aider. Je suis aussi sur Instagram @devbrianoumana, c'est D-E-V Brian Oumana. Bonne écoute. Et maintenant, j'aimerais passer à cette deuxième partie qui va moins parler technique, peut-être. Bien sûr. Parce que peut-être qu'on va quand même continuer à discuter de certains termes. Je connais plus ou moins ton parcours. Quand je dis plus ou moins, c'est-à-dire que je sais que tu es juriste de formation, que tu as fait un master en entreprise et innovation, tu as fait des formations en rhétorique. Master aussi, effectivement, ouais, ce genre de choses. Ouais. D'accord, voilà. En plus, on se connaît plus ou moins. Bien sûr. On est de la même région. Mais finalement, je ne sais pas, on n'a jamais eu l'opportunité d'en discuter. Pourquoi avoir pris ce chemin et comment finalement? Qu'est-ce qui t'a poussé? Qu'est-ce que t'aimes de ton travail? Moi, je sens que c'est une passion. C'est plus qu'un... Ça va plus loin qu'un travail. En tout cas, c'est comme moi je le ressens. Donc voilà, c'est un peu de savoir ton parcours. C'est une info que le monde professionnel sait de moi, parce que j'en parle plus dans le monde professionnel, j'en parle pas beaucoup à mes proches. Ça doit venir... D'où vient cet attrait pour la communication? Je pense que ça doit venir déjà de qui je suis à la base. Je suis le petit dernier d'une fratrie de 5. Donc, il faut vous imaginer que moi, j'ai beaucoup écouté avant de parler. J'ai beaucoup écouté, et donc je pense qu'il y a cette traction déjà, cette éducation orale qui s'est faite. Et voilà, la dernière part de pizza, je ne pouvais pas la prendre avec les poings, parce que sinon tu en reçois deux fois plus fort que le grand frère. Donc il faut crier, il faut hurler, il faut trouver sa place, il faut balancer son point de vue, quoi. Je veux. Donc ça vient de là. Ensuite, j'ai toujours eu un amour pour les échanges. Du reste, ce qui me plaît dans la communication, c'est exactement ce que nous sommes en train de faire. C'est l'échange interpersonnel, c'est apprendre de l'autre, c'est découvrir, c'est transmettre. Donc c'est ça, mon histoire dans la communication. Ça vient, je pense, depuis tout petit. Depuis tout petit, où j'ai eu cette éducation oratoire. J'ai beaucoup écouté avant de savoir parler. Et quand j'ai commencé à parler, j'avais déjà un bagage d'écoute super important. Donc j'ai toujours aussi une facilité. Mais ça, je le dois à ma famille. Ça, alors c'est vraiment un acquis familial. Quand vous n'êtes que en présence de personnes plus grandes que vous, eh bien, vous êtes tiré en avant. Vous êtes tiré en avant. Vous regardez, vous apprenez. Enfin, pour moi, c'est magique. Et j'ai beaucoup de chance. Vraiment beaucoup de gratitude. Mes clients m'apprennent aussi énormément. Quand je débarque, j'étais dans une entreprise industrielle la semaine passée, j'ai pu visiter les locaux de l'entreprise. Donc vous allez voir où c'est... j'ai découvert un monde auquel je n'appartiens pas du tout. Un monde où il fait chaud, ça frappe, il y a du bruit, c'est dangereux, etc. Mais tout ça, ce sont des apprentissages super. Donc ouais, ça vient... Mon amour pour la communication vient de ma famille, je pense, mais vient aussi de la chance que j'ai de rencontrer beaucoup de monde autour de moi. C'est intéressant le fait que tu mentionnes que en fait, tu as grandi dans cet écosystème, cet environnement qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui, où tu étais avec des plus grands et donc tu étais tiré vers le haut. Parce que finalement, c'est ce qu'on entend beaucoup. Et tu sais, cette fameuse phrase « tu es la moyenne des personnes qui t'entourent. Voilà, exactement. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, tu continues à
Est-ce que tu cherches à t'entourer des personnes qui vont te tirer vers le haut, ou est-ce que finalement il y a aussi des personnes avec qui tu côtoyais déjà, qui ont aussi, on va dire, évolué, que ce soit en compétences, qui continuent, qui avancent, et vous avez évolué ensemble, ou est-ce que tu as dû savoir également t'entourer et laisser certaines personnes de côté? Il y a le monde business, il y a le monde, je dirais, privé. Tu scindes vraiment les deux? Oui, exactement. Donc, dans le monde privé, c'est clair que moi, j'ai ma bande de potes et puis ça changera jamais. Je veux dire, en plus, je suis un type assez nostalgique, hein. D'accord. J'aime bien les moments qu'on passait quand on était gamin, insouciance totale et tout. Je suis un grand nostalgique. Donc ça me fait très plaisir de conserver cette stabilité. Par contre, oui, dans le monde professionnel, alors Pierre Cardin, feu Pierre Cardin, donc le grand couturier français, disait que pour entamer quelque chose, tu dois d'abord regarder qui sont les meilleurs dans ce domaine, qui sont les premiers de la classe. Et ensuite, tu tires des premières conclusions sur le comment, le pourquoi, etc. etc. Pierre Cardin, c'est notamment celui qui a habillé les Beatles. Les Beatles, eux, c'était à la base, on veut ressembler à Elvis Presley. J'aime beaucoup les Beatles, hein, et pour moi, c'est aussi un état d'esprit, les Beatles. On les appelait les 4 garçons dans le vent. Ce n'est pas pour rien qu'on les appelait justement dans le vent, parce que ils ne suivaient pas forcément ce courant. Et eux, c'était un petit peu en mode on veut ressembler à Elvis Presley, etc. etc. Et Brian Epstein, le manager des Beatles, disait mais les gars, si vous faites comme tout le monde, vous allez obtenir les mêmes résultats que tout le monde. C'est-à-dire que vous allez être un deuxième Elvis. Alors que si on essaye de faire différent, on peut peut-être obtenir des résultats différents. Et c'est là où Pierre Cardin a dit on va vous mettre en costard-cravate. Et le fameux costard-cravate avec cravate toute fine vient de Pierre Cardin. Et là, vous aviez un groupe, les Beatles. À la base, on voulait faire comme Elvis Presley, puis finalement, on est en costard-cravate, donc un petit peu à l'opposé. Et donc là, on le voit bien, quand on s'inspire des gens qui sont bons dans leur domaine. Donc si on va chercher ces gens-là, ça fait un peu dev perso, hein, ce que je dis, c'est pas mon domaine, mais j'y crois dur comme fer. Quand on voit son entourage aller de l'avant, et à un moment donné, on va vouloir se bouger le cul aussi. Donc le milieu pro, oui, faut s'entourer, je pense, des bonnes personnes. Faut pas tomber dans l'escroquerie, hein. Faut pas dire aux gens je vous aime juste parce juste parce que vous voulez choper un numéro de téléphone. Ouais, ouais. Mais oui, cet effort supplémentaire d'aller vers les gens qui vous élèvent, waouh. Ouais, non, il faut le faire. C'est là où le réseautage, c'est important mais délicat. Je trouve qu'il y a une fine barrière entre ce que tu viens de mentionner. Donc, ne pas être un escroc. Parce que moi j'ai commencé, j'ai dit réseautage, j'aime pas trop ce mot, mais il y a 2 ans. Il y a 2 ans, j'ai commencé à me créer un réseau. Bien sûr, ouais. Donc c'est assez récent quand même, hein, on va dire. Je sais pas, j'avais pas forcément la connaissance, ou je me rendais pas compte de l'importance de connaître certaines personnes. Mais au final, naturellement, mais je le dis, c'est naturel. Moi, je ne cherche pas un numéro pour un numéro. Si j'ai pas de feeling avec la personne, j'ai pas de feeling avec la personne, je vais pas forcer. Et c'est pas parce que la personne a X, je ne sais quoi, que je vais me forcer pour être avec cette personne-là. C'est pas du tout dans mes valeurs. Et c'est là où je trouve que c'est important, la sincérité. À la base, j'aurais dit l'authenticité. Maintenant, tu vois, tu m'as fait changer d'avis par rapport à ces 2 termes. Et donc, toi, au fil des années, tu t'es construit, tu as évolué, tu as appris beaucoup de choses. J'ai entendu que finalement, le travail que tu fais, ça t'a aussi de facto t'aider au développement personnel, en fait. Évidemment, ouais. Et donc voilà, en termes de développement personnel, qu'est-ce que t'apporte la rhétorique, le dialogue? La calibration de ma propre personne, honnêtement, avec tous ces concepts rhétoriques de communication, d'échange avec l'autre, t'apprends à te placer aussi. Donc tu te calibres. Moi j'appelle ça la calibration, mais il y a 1001 termes, je pense, pour le dire. Mais plus je cherche à comprendre l'échange et à comprendre l'impact stratégique de la communication, plus je comprends l'importance de l'émetteur. Et donc,
par ricochet de moi, lorsque c'est à moi de prendre la parole. Donc tout ce travail que je fais sur moi-même pour savoir si j'ai réellement envie de ce de ce qui est en train de se passer, tu vois. Je vais reprendre la bagnole après, j'ai 20 minutes de route à faire, je vais me dire, est-ce que je suis content de ce qui s'est passé? Tu vois, c'est ça. Est-ce que ce que j'ai dégagé, est-ce que ce que j'ai dit, est-ce que ce que j'ai fait, est-ce que ce que j'ai vécu me plaît? Est-ce que j'avais finalement ma place? Moi, je dis souvent prendre la parole, c'est prendre une place dans la société. Donc ça veut dire que est-ce que tu es content de cette place que tu prends? Pour moi, ça, c'est un super pas en développement personnel. Parce que petit à petit, et j'ai encore beaucoup de boulot à faire, certainement, je calibre la place que je prends. Mais ça, tu ne peux pas le faire si tu ne t'intéresses pas aux autres. Il y a... alors, je ne vais pas l'appeler coach parce que c'est pas mon coach, mais c'est un type qui m'aide énormément dans le domaine de l'intelligence émotionnelle. Lui maintenant est spécialisé dans la sécurité psychologique. Il s'appelle Joren et c'est ce fameux Allemand qui travaille en France, qui m'a donné un coup de main pour cette offre à faire en France. Mais c'est... Joren Peter Breuer. Oui, du Bistrot des émotions. Voilà, on a mis en place le Bistrot des émotions. J'avais intervenu. On a mis en place le Bistrot des émotions et lui dit toujours, et alors c'est très... Ce n'est pas mon vocabulaire parce que je n'ai pas l'habitude d'être dans des phrases un petit peu... Mais c'est tellement vrai. Une bougie éteinte ne sert à rien. Une bougie éteinte ne peut pas allumer d'autres bougies. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il faut juste penser un petit peu à sa flamme, mais c'est pour être utile ensuite aux autres. Et donc moi, c'est cette flamme que j'apprends grâce à la rhétorique à calibrer, parce que je sais comment... la faire briller à tel moment, à tel endroit, en fonction du cadre, en fonction... Et ça, oui, c'est un pas gigantesque en développement personnel. Donc, ce que tu dis, c'est que si tu n'es pas bien avec toi-même, tu ne peux pas être bien avec quelqu'un d'autre. Si tu n'es pas bien dans tes baskets, non, tu n'arriveras pas, tu n'as pas cette solidité. On parle d'image toujours, on parle de réputation, on parle de crédibilité, on parle de confiance. Si tu n'es pas solide, tu n'arriveras pas à véhiculer cette crédibilité et cette confiance. Et c'est le problème en fait. Si on revient sur le mot de l'authenticité, c'est le problème. Si les gens se disent non, je veux pas m'adapter à l'audience, je veux pas mettre de cravate parce que je suis pas moi-même, eh bien ça veut dire donc finalement, si on résume, la cravate peut déjà vous déstabiliser. Donc c'est à dire que si toi demain tu mets une cravate, eh bien la cravate à elle seule suffit à te déstabiliser. Eh bien ça, les gens vont le ressentir. Alors que finalement non, tu as des croyances, tu as un corps, tu as un noyau. Que tu mettes une cravate ou non, ce noyau c'est le même, et c'est cette stabilité, c'est cette solidité qu'il faut travailler. C'est dans la métaphore de la bougie, c'est ta flamme personnelle. Peu importe que la bougie soit verte, bleue, rouge, orange, peu importe, c'est cette flamme qui brûle qu'il faut entretenir. Et comment est-ce que tu travailles la confiance personnelle, la confiance en toi? Je fais quelque chose de très pragmatique. Mais ça, c'est la rhétorique aussi qui m'amène. Je fais régulièrement un audit de mes compétences. Je le fais à titre personnel. Ouais. Je me dis, OK, aujourd'hui, on va lire un bouquin. Je ne sais pas. En plus de la rhétorique, je me suis formé, c'est lié au mécanisme décisionnel. Quand on transmet un discours à quelqu'un, il faut anticiper la décision que cette personne va prendre, ou du moins le comportement qu'elle va adopter. Donc, il y a les sciences comportementales. Alors, les sciences comportementales, c'est un sujet extrêmement vaste. Donc, je repère les premiers de la classe. Donc je repère dans un domaine de la science comportementale des gens qui sont performants, qui ont des faits d'armes, qui sont crédibles. Je vais apprendre de ces gens-là, suivre des formations, je vais les contacter, je vais faire j'ai un petit schéma personnel dans l'apprentissage, et je vais ensuite challenger ces compétences dont je fais l'acquisition. C'est ce que j'appelle faire l'audit. Donc un jour, je me dis, ok, est-ce que je suis capable de rédiger sur cette notion? Ensuite, je vais prendre quelqu'un qui connaît cette notion et je vais échanger avec cette personne. Si elle me dit, ce que vous dites est pertinent, etc., ou si elle me dit ce que vous dites c'est faux, etc., ensuite, je vais le tester peut-être dans mon métier. Et à force de sécuriser ces compétences, eh bien, c'est comme ça que moi, j'ai confiance dans ce que je dis. Alors, ce n'est pas une donnée très, très, très abstraite, c'est plutôt très concret, c'est-à-dire c'est de faire ce petit audit. Mais à un instant T, je vais me demander, est-ce que je suis compétent pour prendre la parole? Aristote parlait de phronésis, en grec, c'est la prudence intellectuelle. Si les gens aujourd'hui ne sont plus crédibles, si on ne fait plus confiance aux gens aujourd'hui, c'est parce qu'ils parlent de tout le temps. Sur les réseaux sociaux, tu vas voir les commentaires sur les posts Facebook de tel média,
c'est infernal, quoi. Les gens, on a vu surtout, crise en Ukraine, les gens deviennent dirigeants politiques, ouais, etc. Ouais, Crise Covid, les gens deviennent des pros de la médecine, etc. Donc c'est clair qu'en parlant de tout, c'est l'effet contraire que ce que les gens cherchent, c'est-à-dire que c'est une perte en crédibilité. Les gens n'ont plus confiance en ce que vous dites. Donc moi, je me dis, ok, la prudence intellectuelle, cette fameuse phronésis dont parlait Aristote, eh bien, c'est avoir l'intelligence de calibrer avec prudence ses compétences et de s'arrêter à ses strictes compétences. Et ensuite, si vous savez que vous êtes dans une zone qui est la vôtre, une zone de vos compétences, c'est quand même plus facile d'avoir confiance en soi. Plutôt que de dire oui à tout, amen, etc., puis on tente. Donc moi, c'est en faisant ce travail d'audit un petit peu de compétences, je me remets souvent en question, c'est-à-dire que là, mais est-ce que tu es sûr que ce sujet-là, tu peux en parler? Boum, je regarde, tiens, ça je connais déjà, tac, tac. Je fais ce petit audit avec prudence, je délimite ma compétence dans le domaine très précis. Après, si je suis compétent, eh bien, j'ai envie d'en parler, eh bien, j'ai confiance dans ce que je transmets. Et tu as parlé d'un concept, je n'ai pas envie de le modifier, le peigne à critique. Le peigne à critique, exactement. Et ça me fait penser à ça parce que, justement, je pense que, enfin, ça sert à rien que je pense, je vais te poser la question. Est-ce que tu reçois beaucoup de critiques? Et je ne te parle pas de critiques constructives, mais de critiques gratuites qui ne servent à rien. Ça me fait penser à ça parce que finalement, quand on a confiance en soi, je pense qu'on est un peu plus imperméable à la critique. Si tu sais quelles sont tes compétences, effectivement, quelqu'un qui vient remettre en question ses compétences, tu vas dire non, je sais quelles sont mes compétences, donc ce que tu dis là, ça me fait moins mal. Mais peut-être, alors, je vais te mettre en valeur 20 secondes, parce que tu parlais en off. J'aime pas qu'on me mette en valeur. Je vais te mettre en valeur quand même, mon ami. Tu parlais en off de ce concept du « ça doit être cool ». Je ne sais plus quel est ton terme. Voilà, nice. It must be nice. C'est pas le mien. Exactement. Ça fait anglais, ça fait cool. Ouais. Finalement, ça doit être cool d'être lui. Ça veut dire que tu es capable aussi de te réjouir pour lui. Mm-hmm. Et les gens ne sont plus capables de se réjouir pour les autres. On ne se réjouit plus de la réussite des autres. Et alors du coup, qu'est-ce qu'on fait en critique? Mais pour moi, la critique, c'est quoi? Eh bien, c'est simplement utiliser la lumière de l'autre pour briller. C'est-à-dire que moi, je vois ton post sur les réseaux sociaux, je vois qu'il y a pas mal d'interactions. Et donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais utiliser un petit mécanisme en rhétorique qu'on appelle la primauté de la nuance. Brian, t'es super, mais moi, j'aurais fait différemment. Donc, Brian, t'es super, ça c'est juste le coup de violon pour faire passer la sauce. Virgule, mais, nuance, j'aurais fait différemment, primauté de la nuance. Toi, tu vas pas retenir le fait que t'es super, tu vas retenir la petite critique, moi, j'aurais fait différemment. Donc, ça veut dire que les gens, si tu veux, c'est lorsque tu brilles qu'ils se sentent peut-être aussi en danger et qu'ils vont peut-être aussi chercher à briller dans ta propre lumière à toi. Mais rester dans l'ombre des gens, ça ne sert à rien, ça ne permet pas d'avancer. Donc aujourd'hui, la critique, évidemment, la confiance en soi rend plus solide face à la critique. Et après, on peut parler du peigne de la critique. Hein. Je me suis fait souvent critiquer pour le peigne de la critique. Ah ouais? Ouais, Okay. Bien sûr. Les gens m'ont dit, non, Mathieu, ce que vous dites, c'est une idiotie, c'est bête. Et pourtant... Le peigne de la critique, c'est un petit concept, c'est basé sur mes enseignements rhétoriques, hein, ce que moi j'ai appris en rhétorique. Les gens ne sont pas capables de recevoir la critique aujourd'hui. Moi j'ai des grands avocats de la place neuchâteloise. Ils sont un peu en PLS pendant 1 heure lorsqu'on leur émet une critique parce que c'est une remise en question totale. Oh mon Dieu, mais qui c'est lui pour me critiquer? Peut-être que j'ai fait faux, mon Dieu, mais que se passe-t-il? Et pendant 1 heure, ils sont incapables de faire autre chose parce qu'ils sont bouffés par la critique. Alors que la critique, quand on la reçoit, il faut donner 3 coups de peigne, d'où le peigne de la critique. Le premier coup de peigne, c'est d'analyser les compétences de l'émetteur de la critique. Une critique, c'est quoi? C'est un examen. Ce n'est pas un avis, qu'on soit très clair. Hein. Il y a des mots français pour appeler certaines choses. Une critique, vous allez voir dans le dictionnaire, il y a la notion d'examen. Donc quelqu'un qui vous critique, il vous soumet à un examen, à son propre examen. Je suis désolé, qui aime être examiné par quelqu'un qui n'a pas des compétences nécessaires pour examiner? Moi aujourd'hui, si je fais un concours d'éloquence, d'art oratoire aujourd'hui, j'ai envie d'être jugé par des gens qui sont passés par là aussi. J'ai envie d'être jugé par des gens qui ont les compétences. Et la critique que je vais recevoir, elle doit être émise d'une personne qui a les compétences. Donc, premier coup de peigne, c'est se demander, ok, la personne qui émet la critique a-t-elle les compétences
nécessaires, donc égales aux miennes, voire supérieures aux miennes. Et là, on peut déjà enlever 9 critiques sur 10. Les gens parlent beaucoup trop, il n'y a pas de prudence intellectuelle qu'on parlait. Les gens critiquent à tout va, ah, mais moi je. Donc là déjà, si la personne n'est pas compétente, on balaye. Et c'est là où je me fais des ennemis. Parce que les gens disent, ouais mais Mathieu, ça veut dire que tu n'es pas réceptif à la critique. Non, moi je suis réceptif à énormément de choses. Par contre, celui qui veut m'examiner, il doit avoir les compétences pour le faire. Sinon, il me donne son avis. Tu sais, il y a une grande différence au restaurant entre dire j'aime pas ce plat ou j'aime pas ce plat, j'aurais mis plus d'épices. C'est peut-être un chef 3 étoiles qui a cuisiné. Donc lui, il sait exactement le niveau. Mais c'est pas parce que c'est pas à ton goût que tu dois te permettre de remettre en question le travail de l'autre. Ouais. Donc si tu veux cette notion, donc les gens peuvent me donner leur avis. Il n'y a aucun problème. Et ils peuvent même me critiquer s'ils ont les compétences pour le faire. Ensuite, le deuxième coup de peine qu'il faut faire, c'est le mode opératoire. Le mode opératoire, c'est juste savoir si la personne, est-ce qu'elle a été injurieuse, est-ce que ça a été vulgaire. Tu sais, la critique, hein, c'est facile, c'est vite vulgaire la critique, c'est vite agressif. Donc si le mode opératoire n'est pas constructif, on balaye, on fout loin. Quelqu'un qui t'insulte ou qui est vulgaire avec toi n'a pas à recevoir de ta considération, absolument pas. Et troisième coup de peigne, c'est la finalité. Pourquoi est-ce que les gens critiquent ? Et c'est là où on tombe dans le domaine des intentions. Est-ce que les gens ont une intention de te faire grandir ou est-ce que les gens ont la simple intention de briller ? C'est-à-dire que je viens te critiquer pour exposer mon point de vue, mais alors que toi, tu t'enrichisses, je m'en fous royalement. Alors, 3 coups de peigne. Premier coup de peigne, est-ce que la personne a les compétences pour critiquer ? Deuxième coup de peigne, est-ce que c'est fait dans les formes ? Est-ce que c'est respectueux ? Troisième coup de peigne, est-ce que la personne a envie de m'aider à grandir ? S'il manque un coup de peigne, la critique, vous la foutez à la poubelle. Et ça, je ne me suis pas fait que des amis parce que les gens ont besoin de critiquer. Alors, c'est clair que si tu leur enlèves la raison de la critique, si tu leur enlèves l'excuse qui leur permet de critiquer, ils perdent un outil précieux. Et donc, beaucoup, tu leur enlèves 80% de leur journée, quoi. Tu reçois beaucoup de critiques ? J'en reçois lié à l'âge peut-être. Alors quelqu'un qui a 20 ans de plus que moi va me dire mais vous n'avez pas à me dire ce que je dois faire en communication. Au début, on se remet en question, puis finalement, on laisse couler. Finalement, je n'ai pas à traîner avec les gens qui ne m'apprécient pas, ce serait contre-productif. Par contre, il faut avoir l'intelligence de recevoir la critique quand elle est bonne. Et moi, j'ai des super histoires où des gens m'ont dit « Attention Mathieu, là tu as fait faux, voici comment il aurait fallu faire ». Alors, je fais mon peigne de critique, je regarde la personne, waouh, la personne, elle a un super background en communication. À la fin, je dis merci, parce que grâce à cette personne, j'ai pu m'enrichir. Et ensuite, ça peut nouer de superbes relations, vraiment de superbes relations, des relations qui te tractent. On en parlait avant, des gens qui te tirent vers l'avant, des gens qui sont plus compétents que toi, donc ça peut être superbe. Mais oui, j'en reçois des critiques, évidemment. Et je dis bonjour à ceux qui me critiquent. Non, mais dans le sens, c'est con à dire, mais... Oui. Ouais, bien sûr, mais tout le monde. Du moment où tu fais du bruit, tu sais, on parlait du courage de dire. Du moment où tu vas dire quelque chose qui sort du cadre, les gens vont te critiquer. Ils vont dire non, tu fais faux, t'as pas le droit, t'es ci, t'es ça. Advienne que pourra. Et puis aujourd'hui, t'as le Story Show, t'as ton podcast. On fait pas mal de choses. Ouais, donc c'est vrai que t'es très visible. Je suis dans un métier aussi qui est assez cool parce que les gens qui me critiquent, je leur dis ok, venez, puis on fait un message devant la caméra, et puis là, c'est bien ça. Ouais, puis les gens me disent oh non, je veux pas. Donc, ouais, ça c'est bien. Tu vois, je les mets un petit peu face au truc, quoi, puis tout de suite, ils préfèrent. C'est le principe finalement de la critique aussi, c'est facile de le faire aujourd'hui. Mais bien sûr, mais c'est évident. Donc moi, la critique, je l'accueille, si elle a de nouveau, si elle est pertinente. Si c'est juste de la critique pour de la critique, il y a des gens très compétents dans leur domaine, ils veulent faire ton métier à ta place. Pour moi, il n'y a pas de compétences, donc il n'y a pas de critique à avoir. C'est simple. Ouais, mais c'est marrant parce que tu as dit, donc, tu as déjà reçu le genre de critique, ou en tout cas, peut-être toi, avant, tu te disais, bon, peut-être c'est l'âge. Mais justement, moi, en préparant un peu cette conversation, je me disais, mais c'est hyper cool. Tu as 30 ans, donc qu'est-ce que ce sera ? Qui seras-tu dans 10 ans, dans 5 ans ? C'est top. Mais je te dis, j'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance. Bon, alors, faut dire que j'ai des critères de réussite qui sont un peu différents du modèle standard. Moi, l'argent n'est pas un critère de réussite. Sinon, je pense pas que j'aurais réussi.
C'est parce que l'argent, j'en dépense beaucoup. Moi, j'en garde très peu pour moi. Je mets quasi rien de côté. Enfin, c'est un peu la vie je mène un peu la vie que j'ai envie de mener sans trop me poser de questions. J'ai beaucoup, beaucoup de chance parce que j'ai toujours des pâtes dans l'assiette. J'ai toujours à manger. J'ai toujours eu à manger. Et ça, j'ai une chance folle. J'ai une famille d'enfer. Enfin, vraiment, il y a tout qui va. Malgré quelques épisodes noirs dans la vie, mais il y a tout qui va. Et, et, et c'est vrai que j'ai beaucoup de chance. Donc, où est-ce que je serai dans 5 ans? J'en sais rien. Moi, j'ai envie d'être. J'ai un jour envie d'être le premier de la classe. Tu vois, si je m'intéresse au premier de la classe, j'ai bien envie. Suisse ou... Allez, 5 ans Suisse romand, 10 ans francophone. Magnifique. Ouais, 10 ans francophone, parce que je travaille en France régulièrement. Grâce aux réseaux sociaux, il n'y a plus de frontières. Hein. Donc aujourd'hui, on a le droit de dire qu'on veut avoir une influence aussi sur le monde francophone, large échelle, parce qu'il n'y a plus de frontières aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est clair que moi, je bosse avec des entreprises françaises, je bosse à Lyon, je bosse à Paris, et j'ai beaucoup, beaucoup de chance. Mais ça, c'est grâce aux réseaux sociaux. Moi, je ne suis pas un mec très, très bon en prospection. J'aime pas tellement faire de prospection. Donc, tu m'enlèves les réseaux sociaux. Donc, ça veut dire que si j'avais 30 ans il y a 20 ans, je ne serais pas à cette table, Brian. Je serais au fond assis dans mon salon à me demander ce que je peux faire de ma vie. Donc j'ai une chance folle, mais vraiment une chance folle, quoi. Et dans tous les projets que je mène, franchement, j'ai une chance de dingue. Bah, c'est beau, c'est beau que tu t'en rendes compte. Moi, avec ma fiancée, j'aime bien dire avec ma fiancée. Ça fait cool. Tu sais, je fais aussi partie cool. depuis l'année passée. Elle va nous écouter. Ouais, donc, ouais. Alors Lucie, si tu m'écoutes, je suis fier de dire t'es ma fiancée. On se dit souvent, on se rappelle qu'on a de la chance pour ce qu'on a. C'est des petites choses. Juste de vivre à Neuchâtel. T'as le lac, t'as la forêt. Bien sûr. Là, aujourd'hui, ce qu'on fait, moi, de pouvoir prendre le temps de faire ça, c'est une chance. Tu vois, on a énormément de chance. Alors, dans mon entourage, j'ai l'impression que beaucoup de gens se rendent compte de la chance qu'ils ont. Mais parfois, je me rends aussi compte que mon entourage n'est pas la définition de la majorité des personnes. Donc, je pense que c'est très important de se rendre compte de cette chance. Et ça me fait énormément plaisir. C'est motivant, inspirant de t'entendre dire ce que tu as dit. Et je me réjouis qu'on en reparle dans 5 ans, dans 10 ans, et de justement voir où on est. Bien sûr, mais c'est ça. Mais tu sais, on parlait de prendre sa place, hein, de confiance en soi. Dire merci de temps en temps, c'est aussi être conscient de la place qu'on a. Parce que cette place, c'est la réussite de beaucoup de paramètres, c'est la place, c'est beaucoup de vecteurs. Donc dire un jour, regardez en l'air, regardez où vous voulez, si vous êtes croyant, non croyant, peu importe, vous regardez quelque part, vous dites merci, eh bien c'est juste aussi être conscient de la place que nous avons. Et ça, c'est un geste. Mais ça s'apprend, hein. La gratitude, ça s'apprend. Je pense pas que j'aurai le même discours, moi, il y a 3-4 ans. Ah non, moi non plus. C'est le cabinet aussi dans lequel je travaille maintenant qui m'apprend ça, ce sont les défis. Il y a aussi eu des épisodes dans ma vie assez douloureux, donc ça veut dire que c'est tous des éléments comme ça qui t'apprennent à conscientiser la chance que tu as. C'est la maturité, c'est l'âge. Ouais, t'es en train de dire que je vieillis là, j'aime pas ça. Toi qui es nostalgique. Ouais, j'aime pas ça. Non, effectivement, ouais. À ce qui paraît, là, j'essaie d'un peu. Ouais. Et donc, on l'a dit un petit peu, tu l'as dit, tu fais beaucoup de choses. Moi, il y a le story show qui m'intéresse particulièrement parce que, comme je t'ai dit en off, quand j'ai vu ça, j'ai dit à ma fiancée. Attention, elle t'écoute, Brian. Magnifique. Ça, je me suis vraiment dit, waouh, c'est incroyable, quoi. En plus, il y a de l'ambition derrière, je le vois bien. Et ouais, en fait, je me réjouis de ta suite. Je me réjouis de voir ce qui va se passer. Et raconte-moi un peu de Story Show. C'est pourquoi, comment, j'ai vu que vous avez... Enfin, j'ai vu où ça... je crois que c'était dans les commentaires YouTube. Je ne sais pas si c'est un partenariat ou juste du sponsoring, je ne retrouve plus. Switch Production. Exactement, ouais. Switch Production. Comment est-ce que tu as mis ça en place et pourquoi finalement? Alors, tout est parti, comme beaucoup d'histoires, d'un détail. C'est-à-dire que moi, j'ai connu
j'ai appris l'existence de ce studio de production qui est à Colombier. Donc c'est un studio de production professionnel avec régie, avec mur d'écran LED. Enfin, vraiment, ils font un job, et j'en parlerai après, c'est vraiment important, ils font un job de malade. Je vois une vidéo tournée dans ce studio de production, il faut absolument que je visite ce studio de production. Toujours dans l'optique de m'inspirer de ceux qui font très bien leur boulot. Tu vois, c'est toujours, on regarde le premier de la classe. Et moi, je considérais qu'aujourd'hui, ce studio de production était le premier de la classe. Honnêtement, à moins d'être dans les bureaux de la RTS, c'est top, quoi. Par chance, je connais le directeur de Switch Production qui s'appelle Johan Ador, qui est un type aussi brillant, et je vais le voir chez lui et je lui dis, j'ai une idée d'émission. En fait, on se faisait un peu de cheese pendant le Covid, et j'ai une idée d'émission. Et là encore, toujours se demander, ok, qu'est-ce que tu peux prendre des meilleurs? Alors, le Story Show, la baseline, elle est très simple. C'est le premier vrai talk show en Suisse. Ouais. Quand je dis talk show, c'est-à-dire que je me suis inspiré des talk shows à l'américaine, Jimmy Fallon, tout ça, des trucs explosifs, un décor. Alors, n'en déplaise aux patriotes, l'image, alors je sais pas si pendant qu'on cause, tu mettras une image en fond d'écran pour que les gens voient le plateau, mais n'en déplaise aux plus patriotes, il n'y a pas le Cervin en fond du Story Show. Ce sont des gros buildings américains, donc on voulait vraiment cette ambiance américaine. Il y a un canapé à l'américaine, il y a un bureau en bois massif à l'américaine, il y a une petite lampe de bibliothèque à l'américaine. Donc on a vraiment un code talk show qui est très très assumé. Et là, voilà, les critiques du « vous auriez dû mettre la Suisse », voilà. Si la personne est responsable de prod à la RTS, je vais l'écouter. Mais la plupart du temps, ce sont des gens qui n'aiment pas tellement les buildings à l'américaine. Donc là, on passe. Ensuite, je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'on fait de très bien en Suisse? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait de très bien en Suisse? Eh bien, ce sont des émissions que la RTS produit, notamment l'émission que Darius Rochebin avait, Pardonnez-moi. Et Darius Rochebin avait cette capacité à mener des interviews, ou sur 20 minutes d'interview, et c'est ça qui me fascine chez lui. Je pense que si on cumule les temps de parole de Darius Rochebin sur 20-25 minutes, il en parle que 3 ou 4. Il a cette capacité à rebondir, à mettre en lumière l'autre, que je trouve fabuleuse. Donc, j'ai pris Jimmy Fallon aux States, j'ai pris Darius Rochebin en Suisse, j'ai fusionné, et le Story Show est né, donc le premier talk show en Suisse, le premier vrai talk show en Suisse. Donc on n'est pas sur un ton de l'humour, on ne fait pas ce que les deux Vincent font sur les studios de la RTS. On a vraiment l'idée de créer un talk show. On reçoit des invités, je reçois des invités. On a sorti ça fin avril 2022. Donc on est aujourd'hui le 18 août 2022. Donc ça fait peu de temps que c'est dehors. Maintenant, le boulot, il est immense. Création de communauté. La plupart des choses, je les finance moi. C'est ce que je disais avant, que je ne mettais pas forcément l'argent comme degré de réussite, parce qu'il y en a beaucoup qui sortent. C'est la même chose pour ce podcast. Bien sûr. Qui est beaucoup plus petit que je vois les caméras, je vois les micros, ouais. Je vois plein de choses. Non, là, quand vous prenez une journée de tournage, oui, effectivement. Alors, j'ai beaucoup de chance, de nouveau. Switch Production, qu'ils font un boulot magnifique. Derrière le Story Show, nous sommes 5-6. Ce sont des gens qui sont très compétents. Vous avez des gens qui bossent dans le domaine de la comment je pourrais appeler ça, du stop motion. On a dû faire par exemple le générique. On a des gens qui bossent dans le domaine de la production audiovisuelle qui sont super compétents aussi. Et il y a le studio de production qui a une infrastructure de dingue. Ouais. Et ce Story Show, oui, l'ambition, c'est de devenir le premier vrai talk show en Suisse, quoi. D'offrir à la Suisse quelque chose de plus signé, de plus marqué, de plus ambitieux. Parce que, pardonnez-moi, l'émission de la RTS, alors, la conduite du dialogue était irréprochable, mais c'était 2 chaises posées dans un salon, pas de musique de fond, rien. Enfin, il n'y avait pas ce côté explosif, festif que moi j'aimerais retrouver dans un. Et donc voilà, c'est comme ça qu'est né le Story Show. On a tourné les premiers épisodes, donc on a publié. Alors ça fait un moment qu'on bosse dessus, mais on a tourné les premiers épisodes qu'on a diffusés fin avril 2022. Donc aujourd'hui, on a une communauté de quelques centaines de personnes sur YouTube, parce que c'est ça l'objectif, c'est de créer une chaîne vraiment YouTube, une grosse communauté YouTube, avec d'autres quelques centaines à droite à gauche. On cumule quelques milliers de vues, mais c'est rien par rapport aux ambitions. On a vraiment envie de créer quelque chose de solide. Et actuellement, pour le développement, c'est pas tant l'argent, je pense, qui fera la réussite. C'est notre stratégie communautaire, en fait. C'est comment créer une communauté. Donc là, actuellement, on va aussi chercher des parrains, des marraines, donc des youtubeurs, des gens qui sont bien implantés ou des gens qui veulent se battre aussi un petit peu pour ce qui se passe en Suisse.
et de leur dire est-ce que tu voudrais pas être le parrain ou la marraine du Story Show, ce qui permettrait aussi de nous associer à une image et une plus grande aura. Donc, mais on a eu des super invités pour l'instant. Ça veut dire quoi, parrain, marraine? C'est peut-être, alors dans ma tête c'est très clair, il faudrait que je le pose sur papier, mais c'est quelqu'un qui pourrait soutenir, non pas financièrement, mais soutenir le développement du Story Show. Repartager, donner des conseils. Parce que tu vois, quelqu'un qui est sur YouTube depuis quelques années, lui il va te dire, non mais attendez, faites plutôt ça. Peut-être qu'on fait des choses fausses depuis le début, mais on ne le maîtrise pas. Donc pour moi c'est plus ça, c'est un aiguilleur, un parrain. C'est quelqu'un qui peut t'aiguiller, qui peut te donner les bonnes pratiques, les pratiques à éviter, qui peut, qu'on soit clair, te donner un petit coup de main aussi dans la communauté. Donc quelqu'un qui est suivi par 250 000 personnes, s'il poste quelque chose, c'est tout de suite aussi gratifiant et c'est tout de suite une grande communauté qu'on peut acquérir. Donc aujourd'hui, on a quelque chose qui plaît énormément. Tout le monde me le dit, tout le monde nous le dit. On a quelque chose qui est tiré au cordon, on a quelque chose de pro. Il faut qu'on se fasse connaître. Et j'ai eu des invités fous, j'ai eu des journalistes de la télévision suisse romande qui se sont déplacés. On va sortir ça en septembre. Qui se sont déplacés sans me demander un centime, des gens mais tellement gentils, tu vois, des gens qui sont sur l'antenne régulièrement, ils font des interviews sur des grandes chaînes, moi je balance, j'arrive et je fais ouais, ça vous dirait pas de faire le Story Show, un truc inconnu au bataillon, et ils acceptent pas important de venir et ils me demandent pas un centime, mais ça aussi c'est une chance folle quoi. Donc écoute, maintenant on va bosser à la rentrée comme des fous et on va faire en sorte que le Story Show devienne le premier vrai talk show en Suisse. Magnifique. On verra ce que ça donne. J'en sais rien. Mais on verra ce que ça donne. Ouais. Moi, donc, je m'investis dans ce podcast, mais peut-être pas assez. Pas assez, c'est que maintenant, il y aura 2 épisodes par mois. Mm-hmm. Donc, ça fait qu'il y aura un peu plus de... Au niveau des algorithmes, il y aura un peu plus de visibilité. Mais je me demande s'il ne faudrait pas augmenter la fréquence pour la partie visibilité. Enfin, tu vois, il y a 2-3 questionnements comme ça. Après, c'est comme tu as dit, le Story Show, c'est un financement propre, personnel. Ouais, le podcast, c'est pareil. Et puis, comme toi, j'ai aussi beaucoup à côté. Donc, c'est assez difficile de savoir est-ce que j'essaye d'avancer encore plus loin ou pas. Et après, en fait, moi, ce qui m'intéresse beaucoup de t'avoir aujourd'hui, c'est que en fait, j'ai jamais vraiment réfléchi ou j'ai jamais vraiment travaillé sur ma façon de parler. Et je sais que j'ai énormément à apprendre de toi, j'ai énormément à... tout simplement à apprendre. J'ai beaucoup de points d'amélioration à faire et il me semble que je t'ai entendu dire une fois, mais ne me demande pas où, ça fait longtemps, il y a un moment que ta fiancée t'aidait ou si elle te reprenait parfois, ou en tout cas à un moment, il me semble, ça te parle ou... Mais mes proches, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Justement, moi j'ai de la chance, ma fiancée, elle m'aide beaucoup. Elle m'aide beaucoup par rapport au français. Mais donc voilà, des fois je me demande, mais est-ce que c'est parce que je ne parle pas assez bien ou... Enfin, tu vois, il y a des remises en question comme ça. Donc, voilà, c'est une petite parenthèse, mais je me réjouis de voir encore une fois, j'arrête pas de te dire que je me réjouis de voir où tu vas aller. Mais je te remercie de te réjouir parce que cette chaleur que tu dégages, cette énergie que tu dégages, elle fait super plaisir à celui qui l'entend aussi. Quand tu dis à quelqu'un, je me réjouis de te voir... cet enthousiasme, cette attirance, elle est fabuleuse. Et aujourd'hui, je te dis, les gens n'arrivent plus à se réjouir pour les autres. On jalouse directement. C'est dommage. Ça. Donc moi, ça me fait super plaisir et je te dis merci. Donc au niveau du temps, comment est-ce que tu t'organises avec tout ça? Est-ce que tu as des choses précises ou pas? C'est horrible. Non, c'est pas horrible dans la gestion du temps. C'est horrible parce que je suis hyper égoïste. Il y a le concept, et de nouveau c'est quelque chose que j'ai appris, c'est pas quelque chose que j'ai découvert comme ça par le fruit du hasard, je l'ai appris avec ce fameux Joren dont on parlait juste avant. Ce coach il me dit il faut être in the flow, dans la vie il faut être dans le courant. Si tu vas plus vite que le courant, tu vas louper beaucoup de choses. Si tu remontes le courant, tu vas t'essouffler et à 40 ans c'est burn-out assuré quoi. Donc lui a un concept, il faut être dans la vie in the flow. Alors j'essaie d'appliquer ça le plus souvent possible. Donc j'ai 3-4 activités. Moi, mon podcast, je m'excuse, mais j'ai eu un trou de 8 mois, par exemple. Mais parce qu'à un moment donné, je ne me sentais pas dans le courant.
Tu vois, ma journée était occupée et je ne me sentais pas de prendre 1 heure dans ma journée pour écrire un truc, machin. Et en plus, je fais des épisodes tout petits, tu vois, des épisodes entre 3 et 7 minutes. Mais je me sentais pas dans le courant de le faire. Alors j'ai laissé tomber pendant 8 mois. Puis là, je viens de ressortir 3 épisodes en 3 semaines. Donc c'est une question de flow, c'est une question de... Et moi, je m'écoute beaucoup comme ça. Alors, il y a quelques éléments, évidemment, tu es obligé de t'y plier. Le service client, quoi. Il faut être proche de tes clients, il faut être... mais après, de nouveau, la prospection, il y a des entreprises qui vont dire on veut toujours plus. Si tu es une de flow, va chercher plus. Mais il faut vraiment s'écouter, je pense, et pas aller plus vite que la musique ou pas aller à contre-courant. Donc c'est un peu ça, en fait. J'essaye, j'ai pas de... C'est un peu con, mais j'ai pas de baguette magique, mais c'est un peu in the flow. J'essaye d'être dans le courant, j'essaye de vivre avec... tu sais, mon entourage aussi, hein. Si mon entourage va à une telle vitesse et que moi j'essaie toujours d'aller plus vite et puis du coup je le vois plus et puis du coup c'est pas toujours cool de rentrer le soir après tout le monde, hein, c'est clair. Donc à un moment donné, tiens, j'ai envie de passer du temps en famille, ok, je suis dans le flow, je suis dans le courant, et bien pour être dans le même courant que la famille, que ma fiancée, je bloque et puis c'est réglé. Et puis donc c'est assez égoïste, je pense beaucoup à moi dans le flux qu'est le mien et de ce que j'ai envie de faire dans le flux, en gérant évidemment toutes les considérations professionnelles que tu es obligé de gérer effectivement, et les délais qui sont ceux des clients. Mais aujourd'hui, tu vois, je me déplace. Il y a des gens qui trouvent absurde, par exemple, que parfois je me déplace en voiture à droite à gauche. Non, mais la visioconférence aujourd'hui, l'écologie, alors j'admets totalement, hein, ça c'est sûr, il faut faire attention. Mais il y a des fois, j'ai besoin de faire 2 heures de bagnole. J'ai besoin de ça pour m'évader, pour ces 2 heures où je gagne pas d'argent, mais j'ai besoin. Je suis dans le courant, je le fais. Puis des fois où j'ai plutôt envie de passer par la visio, j'économise le déplacement. Mais donc c'est une vision assez égoïste. Je m'excuse, c'est peut-être pas forcément la bonne vision aujourd'hui à avoir, mais c'est dans le courant, quoi. C'est un peu la manière dont moi je gère mon agenda. Ok, tu as trouvé ta façon de fonctionner. J'ai pas de règles de développement personnel. Je sais qu'il y en guise beaucoup pour gérer son temps, pour ne pas perdre du temps surtout, des concepts de productivité, ce genre de choses. Non, moi ça marche absolument pas avec moi. Moi j'ai envie, je fais, j'ai pas envie, je fais pas. Ouais, c'est très bien. Je pense que dans tous les cas, le mieux c'est de fonctionner en fait par rapport au sentiment interne qu'on a. Exact. C'est cette fameuse flamme de la bougie, hein, c'est ça. C'est ça. Donc, je suis un type qui sait s'ennuyer aussi. C'est important, ça. Ouais, je sais. Mais ça, c'est peut-être aussi d'un point de vue familial. Hein, quand tu es le petit dernier, tu dois attendre des fois que la console soit dispo. Ouais. Et donc, je suis un type, je sais m'ennuyer. Je peux rester. Je suis un grand contemplatif. Donc, j'ai besoin de l'ouverture, j'ai besoin de regarder, j'ai besoin d'une vue, j'ai besoin de... et je peux rester sur une chaise... à regarder l'horizon pendant 30 minutes, 1 heure. Je sais m'ennuyer. Et si j'ai besoin de m'ennuyer à un instant T, je vais m'ennuyer, clairement. Et ça hérisse les poils de tellement de monde, où il faut être productif, il faut être... Mais non, j'aime m'ennuyer. Tu médites ? Non. Je pense que je ne suis pas encore prêt à méditer. Pourquoi je dis prêt ? C'est parce que j'ai essayé, et quand je médite, je me dis qu'il faut que je médite. et je me dis, ok Mathieu, maintenant tu dois méditer. Et je pense que c'est le mauvais état d'esprit, tu vois. Si tu décides de méditer, tu ne dois pas dire à ton cerveau, c'est maintenant que tu dois méditer, quoi. Ouais. C'est contre-productif. Ouais. Alors peut-être que ces moments un peu d'ennui, c'est de la méditation qui m'est très personnelle, que je ne pourrais pas expliquer sous des mots de méditation, mais c'est peut-être quelque chose de très personnel. Par contre... j'apprécie, j'ai eu la chance de faire 3 semaines en Inde, et je trouve, j'ai été un peu scotché, tu sais, avec mon cerveau très cartésien, avec mon cerveau très suisse, il faut un objectif à tout, il faut de la productivité, etc. Et quand j'ai appris qu'ils avaient un dieu, les hindous avaient un dieu de la destruction, les gars, à quoi ça sert de détruire, tu vois, le cerveau. Puis finalement, c'est moi qui me suis retrouvé bien con, parce qu'ils me disent il faut détruire pour mieux reconstruire. Mais tu vois, nous, en Suisse, on est ligne carrée, boum, feuille Excel, etc. C'est contre-productif de détruire, pas du tout. Et donc, eux aussi, au travers du yoga, au travers de toutes ces méditations, ça me fascine, ça me passionne, et je suis impressionné de voir comment les gens peuvent se développer personnellement avec ça.
Moi, je n'ai pas encore cette... Je suis peut-être pas encore prêt, je sais pas. Peut-être que je me trouve des excuses, j'en sais rien. Mais non, je ne médite pas encore. Et toi? Oui, mais très mal. En fait, On peut faire un club si tu ouais, veux. mais je pense que ce serait pas mal. C'est comme toi. Je me dis pas qu'il faut que je médite, mais je pars, je réfléchis trop. Mhm. Puis après, je me rends compte et j'essaie de revenir. Après, je me dis, mais est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de pseudo-méditer? Et puis justement, j'en discutais avec ma fiancée. Elle arrive bien. Elle arrive bien à méditer. Elle fait quoi dans la vie, elle? Elle est prof. Ok. Ouais. Et elle travaille dans un domaine... Enfin, prof, mais prof d'un point de vue intellectuel scolaire ou prof justement de yoga ou ce genre de choses? Non, scolaire. Scolaire, ok. Ouais, okay. Primaire. Ouais. 6, 7, 8. Ouais. Et puis elle me dit, mais non, faut que tu continues. Ouais. Donc je continue. J'essaye de... Je suis simplement ma respiration. Je compte en fait ma respiration. Ouais. Mais je vagabonde très rapidement. Ouais, moi c'est... Mais est-ce que... Ouais, tu vois, je me dis, bah, faut que je continue, tu vois. Je persévère, je continue, et au fil du temps, à un moment donné, ben, donc, en fait, je me rendrai compte que waouh, j'arrive effectivement pendant 10, 15, 20 minutes à uniquement compter ma respiration. Ou est-ce que, ben, comme toi, en fait, finalement, je dis, bon, peut-être je ne suis pas prêt, attendons. Ouais. Peut-être que dans quelques années, en fait, ben, je sais pas, comme ce qu'on disait avant par rapport à la gratitude, peut-être que ça vient avec les années. Je suis très mauvais en tout cas. Bah, je vis exactement la même chose que toi. C'est-à-dire que moi, je commence à méditer, enfin, je ferme les yeux et je me dis, allez, là, il n'y a pas de bruit, je mets le téléphone sur mode avion, enfin, etc. Et à la fin, je me dis, allez, c'est le moment, tu dois méditer, tu vois, il faut que tu médites. Puis à la fin, si je me dis, allez, persévère, continue. Puis je pense à tout, je pense à des trucs. Mais je suis dans un état d'esprit qui, à mon avis, qui n'est pas prêt à recevoir un état de méditation. Donc, moi, dans ma famille, j'ai un de mes frangins qui s'intéresse beaucoup à ça. Okay. Et peut-être qu'un jour, oui, une découverte, une initiation à la méditation, c'est peut-être ce qu'il me faut pour avoir les bons réflexes, pour avoir les... Donc c'est peut-être en cela. Je n'ai pas, le terme est mauvais, mais je n'ai peut-être pas l'éducation nécessaire pour méditer. Je n'ai pas les connaissances nécessaires pour méditer. En faut-il? Peut-être oui, peut-être non, mais moi je pense que oui. On verra. Mais non, c'est un super outil la méditation. En tout cas, je le vois chez certaines personnes. Ouais, je pense aussi. On en rediscutera dans quelques années avec plaisir. C'est clair. Mathieu, je vais pas te garder encore trop longtemps parce qu'on est un peu plus a pris plus de temps que ce que je pensais. Mais avant que tu partes, ce qu'il y a, c'est que il y a tellement de thèmes que j'aimerais aborder avec toi. J'ai vu que tu avais lancé un e-book. J'ai vu je dis 2, peut-être qu'il y en a plus, mais tes 2 interventions dans le journal du Figaro, le journal français. Enfin, il y a vraiment énormément de thématiques. Mais bon, voilà, j'essaye aussi de me limiter un petit peu. Donc on fera ça volontiers une prochaine fois. Mais avant que tu partes, j'aimerais te poser une question que je pose à tous mes invités, et c'est de savoir qu'est-ce que le succès pour toi? Le succès, pour moi, se trouve dans l'autre, c'est-à-dire que ce n'est que l'autre qui peut dire si tu as du succès ou non. Donc ça veut dire que moi, le succès, ça va être ce que les gens pensent de toi. Ça va être le sourire de tes proches. Le succès, ça va peut-être être te dire, bah, tiens, un jour, moi, j'ai de quoi offrir un week-end à ma famille, ou j'ai de quoi, en lien avec mon métier, je peux faire vivre une expérience à quelqu'un. Et ensuite, c'est le regard de cette personne, c'est le sourire de cette personne, c'est l'effervescence chez l'autre. Je pense que c'est ça le succès. Je pourrais te donner un chiffre, je pourrais te donner, etc. Non, moi je suis incapable de définir le succès. C'est les autres, enfin c'est dans le regard des autres que je vois si ce que je fais est bon ou pas. Maintenant, tu as la notion de réussite. La réussite, tu peux la définir. J'aimerais réussir à perdre 3 kilos, j'aimerais réussir à avoir 3 nouveaux clients, j'aimerais réussir à faire... Et ça, cette notion de réussite, bah, tu peux la calibrer. Donc tu peux savoir si tu as réussi ou pas, si tu as atteint ton objectif. Mais la notion de succès, pour moi, je suis incapable de la déterminer. Si les autres sont contents de moi, c'est que je fais les choses pas trop mal. En tout cas, tu as l'air heureux, après ce que tu dis. Donc, j'essaye d'être heureux. C'est un métier à 100%, ça.
J'essaie d'être... Non, mais c'est top. Écoute, on verra où est-ce que ça nous mène, cette notion de in the flow dans le courant, on verra où est-ce que ça mène. Merci beaucoup, Mathieu. Merci à toi, Brian. C'était une bonne conversation. Il y a eu beaucoup d'informations. Dans tous les cas, les gens peuvent te trouver soit sur LinkedIn, sur ton site internet. Oui, site internet. Si vous mettez, vous mettez nom, prénom dans Google, vous devriez tomber sur le site internet ou sur LinkedIn en tout cas. T'es assez disponible pour les gens comme ça ou bien sûr. C'est vraiment, alors c'est toujours dans le courant. Je peux passer 2 heures de temps avec toi, mais parce que j'ai envie de le faire. J'ai refusé des podcasts, par exemple. J'ai refusé... Moi, je partage beaucoup la notion de café digital. Donc, celles et ceux qui nous écoutent, si vous voulez prendre 10-15 minutes pour un café digital, c'est même moi qui vous l'offre, puisque je ne l'aurais pas payé. Petit café digital, c'est 15 minutes sur Zoom et on dialogue. On ne discute pas, on dialogue sur tous les sujets qui vous préoccupent sur la communication. Donc, ça, avec grand plaisir. Ok. Merci beaucoup, Mathieu. Merci à toi, Brian, et à très, très bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette conversation. Et si ces discussions vous plaisent, pour m'aider à continuer, abonnez-vous à Développement avec Brian Oumana sur Spotify et ou sur YouTube et n'oubliez pas de noter mon podcast. Je vous en suis reconnaissant. Je vous donne rendez-vous le dernier vendredi de ce mois pour un nouvel épisode. Ciao.